Système et compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis votre hôte, Sonia Laurent-Bourg, et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer sereinement d'échelle de business. Je vous invite à découvrir des concepts, astuces, conseils qui vous permettront de mettre en place les systèmes et les structures dont un business en ligne a besoin pour grandir. Let's go pour un nouvel épisode. Hello, bienvenue sur cet épisode numéro 4 de Système et compagnie. Je suis ravie de vous y accueillir. Aujourd'hui, on part sur un format interview et pour changer un petit peu, j'ai invité un business manager pour venir nous parler de système et de structuration. On a souvent en fait la vision du dirigeant, du visionnaire qui souvent, et c'est normal, c'est eux qui portent la voix de leur entreprise, donc viennent partager avec nous leur structuration, leurs coulisses finalement. Et aujourd'hui, j'ai invité Marc de Marketing Mania, qui est donc le business manager de Marketing Mania que vous connaissez certainement, pour nous partager un petit peu à quoi ressemble la structuration, les systèmes chez Marketing Mania. Vous allez voir qu'on a parlé de plein de sujets hyper passionnants, en tout cas que moi je trouve passionnants, comme à quoi ressemble la gestion et l'organisation du coup chez Marketing Mania ou dans ce type de business d'une manière générale. Vous allez également trouver les conseils de Marc concernant le recrutement, on a beaucoup parlé de ça, et prenez votre carnet de notes parce que il vous délivre vraiment plein de pépites. Et pour la petite information, sachez que moi-même, quand j'ai commencé à faire mes premiers recrutements et que je me suis formée sur le sujet, Marketing Mania et ses recrutements faisaient partie des études de cas que j'ai menées, tellement je trouvais leur système et leur fonctionnement absolument intéressant. Donc vous allez avoir plein de pépites dans cet épisode. Et on a aussi beaucoup parlé de la relation entre Marc et Stan. Alors la relation, c'est-à-dire comment trouver sa place finalement en tant qu'OBM et dirigeant. C'est pas toujours évident dans les entreprises en ligne, les business en ligne, et vous allez voir un petit peu quel est le positionnement de Marc et Stan à ce niveau-là. Ça a été hyper passionnant à enregistrer. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu à tourner. Je vous laisse le découvrir et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Marc, et ravi de t'accueillir sur Système et compagnie. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, merci Sonia. Bonjour à toi et écoute, très content d'être là. Merci de m'inviter pour cet épisode. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais rapidement te présenter parce que je pense que tout le monde ne sait pas forcément qui tu es. Marc, tu es le directeur des opérations chez Marketing Mania. Est-ce que c'est comme ça d'ailleurs que tu te définis, directeur des opérations, ou tu as un autre terme pour te définir ? On a plusieurs termes, on n'a Ouais. jamais réussi à trouver véritablement un seul terme qui correspond parce que dans les faits, tu dois voir un peu les choses, mais en fait, c'est plein de tâches diverses et variées, donc c'est Ouais. difficile d'encapsuler ça dans un titre. Du coup, ouais, directeur des opérations, ça fonctionne. On avait aussi general manager, on avait aussi intégrateur. Tu peux avoir aussi COO du coup, Oui. qui correspond à un directeur des opérations. Mais globalement, oui, c'est ce terme-là, je pense qu'on peut employer, même si du coup, c'est difficile de vraiment réduire ça à un seul titre. Je plus sois à 300%. Je crois que j'ai dû passer 2 ans à essayer de me trouver un titre qui me convenait bien. Mais oui, on peut dire directeur des opérations. Ça marche. Du coup, tu travailles auprès de Stan, donc Stan Leloup, pour ceux qui ne le connaissent pas, sortez de votre grotte depuis plusieurs années. Et du coup, en parcourant un petit peu le web pour préparer notre émission, j'ai pas été étonnée en fait de découvrir que tu as eu 1000 vies entrepreneuriales avant de travailler chez Marketing Mania, et que aujourd'hui encore, tu continues en fait d'entreprendre en side à côté de Marketing Mania. Et donc, je vais faire une petite liste rapidement de ce que j'ai trouvé. Tu as été cofondateur d'une marque de vêtements, directeur d'agence marketing, consultant, créateur de contenu. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, tu es novelliste, en fait, en plus de ton rôle de manager chez Marketing Mania. Est-ce que c'est bien ça ? Ouais, c'est globalement ça. Après encore une fois, justement, on parlait du titre juste avant. Ouais. Les titres peuvent dire, tout et n'importe quoi parce qu'effectivement, juste pour l'anecdote, le fait d'être directeur d'agence, voulait juste dire que j'avais créé mon agence et j'avais juste remarqué que les gens cherchaient directeur d'agence sur LinkedIn et du coup, j'avais mis ce mot-là pour être plus visible à ce niveau-là. Mais du coup, oui, effectivement, tu as totalement raison et
tes recherches sont bien faites, c'est exactement les expériences que j'ai eues, avant, et du coup, ouais, non, ça résume bien le parcours que j'ai eu. OK, trop bien. Et du coup, je rentre dans le vif du sujet. Est-ce que tu penses que tu aurais pu être, OBM, on n'a pas parlé de ce terme-là, online business manager ou directeur des opérations, sans toutes ces expériences? En fait, est-ce que tu penses que tu pourrais assumer ce rôle aujourd'hui, hem et toute la gestion qui se cache dessous, sans, avoir déjà été entrepreneur, avoir déjà finalement vécu ton parcours d'entrepreneur? C'est une bonne question. Hem, je pense que la réponse courte, ce serait oui, mais peut-être avec un peu plus de difficulté, parce que si tu veux, toutes les expériences entrepreneuriales que j'ai eues, les différents projets que j'ai montés, les différentes expériences que j'ai eues sur le web, m'ont beaucoup aidé au Mmh. moment où je suis arrivé chez Marketing Mania, au tout départ. Au moment où j'avais pas encore ce poste, Oui, de general manager, sur Marketing Mania. Parce que j'étais en charge de répondre aux questions des clients, de faire un peu le support, d'animer un peu la communauté, vraiment ces tâches, opérationnelles et à la mmh, fois relationnelles au niveau des clients. Et le fait d'avoir ma propre expérience déjà en ligne et d'être vraiment comme si j'étais un client de Marketing Mania au départ, ça m'a vraiment en fait aidé à comprendre, bah, quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques de nos clients au niveau de Marketing Mania. Et donc ça m'a vraiment permis, en fait, dès le départ, d'être à l'aise, en fait, dans l'écosystème Marketing Mania. Et je pense que ça m'a aidé ensuite, dans un second temps, à comprendre vraiment comment fonctionnent toutes les briques, oui. de la boîte et du coup, d'être capable de monter, en fait, sur ce rôle de general manager et de directeur des opérations. Mais fondamentalement, le fait d'avoir fait, de l'entrepreneuriat avant, je pense que ça a juste été un accélérateur, mais je pense que j'aurais quand même pu le faire sans avoir eu ces expériences. Mais je te cache pas que oui, c'est quand même un bon complément, même si dans les faits, aujourd'hui, toutes les choses que je fais au quotidien, je ne les faisais pas dans mes précédents projets ou très, très peu parce que j'avais, très peu d'équipes. Je crois que je travaillais juste avec parfois un ou 2 Mmh. freelances. Il y avait pas autant de volume en fait de tâches qui sont des tâches en fait, à responsabilité comme ça. Et c'était beaucoup moi qui faisais en fait. J'étais souvent tout Oui. seul dans le projet. Donc disons que les expériences que j'avais vues, n'étaient pas exactement les mêmes que, ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est pour ça, je pense, ça a juste été un accélérateur qui m'a permis d'avoir beaucoup de contexte sur, voilà, quels sont les enjeux des clients qu'on a sur Marketing Mania. Je Ce vois. qui m'a permis d'être plus rapide pour comprendre, nous, comment on fonctionne aussi au niveau de tout le système de Marketing Mania et du coup, dans un second temps de monter sur ce rôle-là. Trop bien. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça m'évoque quelque chose. C'est qu'on je vois beaucoup, de d'OBM qui ont ce parcours-là dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent et c'est mon expérience, également. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas arrivé en tant que directeur des opérations. En fait, on est arrivé, en tant qu'assistant, en tant que, bah, personne qui aide l'entrepreneur parce qu'il y a des choses à faire dans l'entreprise et en fait, il s'avère que tu avais les bonnes compétences et que tu as monté en compétences au fur et à mesure jusqu'à arriver en fait à ce rôle-là dans l'entreprise et parce qu'en fait, tu as grandi avec l'entreprise. Au moment où tu es arrivé, il y avait pas besoin d'un directeur des opérations et au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise, le besoin est né et il se trouve que, bah, comme tu connaissais la boîte et que tu avais les bonnes compétences, en fait, tu es monté en compétences en même temps que l'entreprise a évolué et c'est le cas de nombreux directeurs des opérations. Et en fait, c'est un petit message, je profite d'en parler, d'avoir cette opportunité-là, c'est que j'ai beaucoup dans mon audience de personnes qui me disent «Ah, je cherche un directeur des opérations, je cherche un business manager», parce qu'ils ont cette sensation que ça va régler tous leurs problèmes de gestion, d'organisation, etc. Alors que, en fait, il faut peut-être aussi parfois, selon les entreprises, prendre le temps de monter tranquillement et de grandir et de faire grandir les gens avec nous, quoi. Complètement et il y a un autre élément, sur lequel je rebondirai là-dessus, mais c'est le fait aussi que si tu prends quelqu'un, qui reste avec toi pendant 1, 2, 3 ans et que tu le fais monter sur un poste comme ça, tu as cette personne a ta confiance aussi. Chose que Complètement. c'est beaucoup plus difficile d'avoir la confiance de quelqu'un que tu mets directement sur un poste à responsabilité sans la connaître. Je pense enfin, surtout, je pense pour les business de cette taille-là, de la taille de laquelle on parle. Si c'est sur une Oui. grosse boîte, évidemment, ce serait différent, mais dans les business, que toi tu vois et même de la taille de Marketing Mania. Mmh. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est possible de faire et évidemment, tu développes la confiance au fur et à mesure du temps de travail que tu passes, avec le reste de l'équipe
et après ça devient effectivement toi la personne évidente pour prendre, ce poste-là. Donc oui, ça fait complètement sens, ce que tu disais. Carrément, trop bien. Oui, on parle évidemment de business à petite échelle, petite taille. Alors, il n'y a pas de péjoration dans, dans le fait de dire petit. On parle vraiment des entrepreneurs du web, hein, tout simplement, Mmh. qui ont souvent démarré en mode solo versus un start-upper qui va tout de suite en fait démarrer avec une équipe et des investissements. Donc oui, on va vraiment parler de ce format-là, celui dans lequel tu gravites et moi aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta mission chez Marketing Mania aujourd'hui? On va reparler de ton parcours, de comment en fait tu as évolué justement techniquement entre, on va dire, assistant, hein, même si c'est assez vaste, et directeur des opérations. Mais là, ce que j'aimerais savoir, c'est ça fait quoi un directeur des opérations au quotidien? Alors, moi je vois vraiment mon rôle comme, être le lien entre, les différentes équipes et Stan, qui va vraiment être Stan va vraiment donner l'impulsion, de dire voilà les Mhm. grandes décisions, les grandes lignes de ce qu'on doit faire, et après dans la théorie, parce qu'après il y a la pratique aussi, parfois c'est pas aussi net que la théorie, mais dans la théorie du coup moi je dois pouvoir en fait prendre cette vision-là et pouvoir la répartir au niveau des différentes équipes et des différents projets sur lesquels, on travaille, et à l'inverse, pouvoir faire remonter les informations qui sont importantes, qui nécessitent une décision de Stan, que Stan puisse trancher les choses, et moi je vois vraiment mon rôle comme quelqu'un qui va simplifier la complexité. C'est-à-dire qu'on a pas mal de gens qui bossent avec nous, on a différentes équipes, on a différents projets, et ça fait beaucoup de contexte à charger pour une seule personne et Ouais. surtout pour Stan qui a beaucoup de choses à faire en parallèle. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de prendre en fait les besoins, les questions, les remarques de la plupart des gens de l'équipe, pouvoir les aider directement à les résoudre entre nous si c'est possible. Et si c'est pas possible et que c'est vraiment quelque chose qui relève plus de la vision ou vraiment des éléments stratégiques importants, et bah, le faire remonter à Stan et pouvoir lui simplifier la prise de décision en lui donnant tous les éléments. Lui dire: «Voilà, on a tel Mm. problème, on a telle option A, B, C. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui est le plus pertinent?» et cetera, et du coup, lui simplifier vraiment cette prise de décision. Donc moi, je vois vraiment mon rôle comme ça, et au quotidien, du coup, ça veut dire, bah, des appels avec les différentes équipes, ça veut dire, réfléchir à comment est-ce qu'on optimise les différents process avec les différentes personnes, les différents Mm. projets sur lesquels on travaille, et aussi un travail de pouvoir, faire en sorte que chacun sache exactement ce qu'il doit faire, et réorienter un peu les priorités. Parce que parfois ça peut vite arriver de pas être sur les bonnes priorités, alors qu'il y a des choses qui sont plus urgentes, plus importantes, et parfois c'est difficile pour quelqu'un qui est juste dans son entre guillemets, juste dans son pôle, dans sa Mm. mission, Oui, de voir l'ensemble du contexte, exact. et du coup, c'est vraiment mon rôle de pouvoir, en fait, avoir cette vision aussi, plus haute, et pouvoir faire le lien entre les différentes équipes et les différents projets. Hem, donc voilà, et après au quotidien, bah, c'est comme je te dis, beaucoup d'appels, beaucoup d'échanges, de communication avec l'équipe, des emails. Enfin, il y a beaucoup les tâches sont assez variées, mais globalement ça va faire ça, et après je m'occupe aussi de tâches ponctuelles comme, bah, quand on fait un recrutement par exemple, c'est moi qui vais être, dessus, et comme je te le disais, pouvoir définir par exemple les objectifs d'un nouveau projet. Je vais passer du temps avec la personne qui s'en occupe pour, Mm. bah, qu'on définisse ensemble qu'est-ce qui est pertinent de faire, et pareil quand, on a un projet qui est terminé, voir ensemble quel est le bilan de ça, quelles sont les leçons qu'on en tire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, comment on peut le faire mieux la prochaine fois. Donc globalement, ça va être ça, et c'est beaucoup du coup d'interactions, avec l'équipe de manière générale. Ok. Donc il y a tout ce côté management. Il y a le côté gestion de projet aussi. Je ne l'ai pas trop entendu tel quel, mais je crois l'avoir compris. Il y a aussi pas mal de gestion de projet. Du coup, est-ce que tu chapeautes l'ensemble des projets? Alors, en fait, je vais poser d'abord une première question plus globale. C'est quoi l'équipe de Marketing Mania aujourd'hui? Parce que tu as parlé de plusieurs équipes. Donc, est-ce que toi, tu gères l'ensemble des projets de toutes les équipes ou est-ce qu'on a un manager par équipe et toi, tu chapeautes le tout? Ça se passe comment? Alors il faut déjà distinguer, effectivement, on a 2 grosses équipes qui vont être, une équipe pour Marketing Mania et une Oui. équipe pour Schoolmaker, qui est du coup le logiciel qu'on a lancé en novembre, 2020. Et du coup, là, on a vraiment deux équipes qui sont, séparées. Sur Marketing Mania, comment ça fonctionne? C'est qu'on va avoir différents pôles qui vont avoir à chaque fois un responsable de pôle avec qui, je vais parler. Donc, si tu veux, Ok. il y a pour chaque pôle, ils ont vraiment une mission spécifique. Typiquement, on a le pôle, création de contenu, qui va être, le pôle qui contient les auteurs qu'on a sur Marketing Mania, plus, le monteur qu'on a, en interne. Et du coup, là, leur rôle, il est très clair, c'est fournir, les scripts pour Stan, monter les vidéos et cetera. Donc on a un responsable qui va vraiment, bah,
à la fois être auteur, mais aussi faire en sorte que là, tout se passe bien, même au niveau du montage, etc. Et moi, je vais juste parler avec lui pour voir est-ce que lui a des problématiques dans son pôle, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire remonter. Et ça va être la même chose pour les différents pôles. Donc, on va avoir un pôle sur le copywriting, on va avoir un pôle sur le support et l'opérationnel, et un pôle sur la création de formation également. Et du coup, à chaque fois avec un responsable avec qui je vais parler. Donc en fait, je parle pas avec vraiment tout le monde dans l'équipe, Oui. mais aujourd'hui, parfois, quand je te dis pôle, en fait, il y a qu'une personne dedans. C'est possible qu'il y ait... Donc parfois, je parle quand même avec toutes les personnes du pôle, ça dépend. Et sur Schoolmaker, on a un petit peu le même principe, sauf que les pôles sont différents. On va avoir un pôle qui est focalisé sur le produit, donc avec notamment les développeurs, un pôle sur le marketing, un pôle sur l'opérationnel et le support. Et donc en fait, le principe est comme ça, c'est qu'à chaque fois, on a un responsable de pôle qui discute lui-même avec les gens de son Ok. équipe, qui va parler avec moi, et je vais parler avec Stan derrière. Voilà un petit peu l'organisation Ok. à ce niveau-là. Super intéressant. Est-ce que vous avez des moments où vous vous voyez tous ensemble ou pas du tout? Ça, c'est juste la petite Euh, curiosité. Vous faites des team building? Oui, c'est un truc qu'on essaie de mettre en place. On l'avait fait l'année dernière en présentiel. On s'était Oui. vu pour ceux qui étaient possibles, enfin pour ceux qui pouvaient venir, on s'était vus tous ensemble. Et on a prévu de refaire ça aussi cette année. Après, on a des appels avec l'ensemble de l'équipe, enfin séparés entre Schoolmaker et Marketing Mania, pour une fois par trimestre pouvoir en fait Ok. voilà, voir la vision. En fait, dès qu'on a défini les objectifs, on fait un appel pour en discuter, voir s'il y a des éléments qui en ressortent. Est-ce que il y a des feedbacks à faire remonter là-dessus. Et ça permet aussi de relancer un peu la vision, que tout le monde soit aligné, et voilà, faire un élément où on est tous ensemble, on peut en discuter, etc. Euh, c'est bien au niveau de l'équipe, mais c'est vrai que faire les appels avec tout le monde, c'est pas toujours les appels qui ont le plus de productivité. Euh, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, au début, quand j'étais rentré sur Marketing Mania, on faisait des appels avec toute l'équipe qui Oui. était composée de 5 personnes. En fait, tous les lundis matins, on avait notre appel à 5 pour définir le plan de la semaine, etc. Et en fait, c'est beaucoup moins productif que ce qu'on fait aujourd'hui, où le système est vraiment... On a quasiment que des appels à deux, en fait, deux personnes à la fois. Et effectivement, ça arrive qu'on fasse des appels avec tout le monde, mais ça reste quand même plus rare. Et généralement, c'est quand on a atteint un certain cap, un trimestre ou un cycle, et qu'on veut relancer qu'on veut vraiment être aligné en termes de vision, qu'on va faire ces appels-là. Oui, je vois, c'est plus des appels d'animation finalement d'équipe que concrètement des appels de productivité où vraiment on va sortir quelque chose de la réunion. L'idée, c'est plus d'être ensemble, de transmettre, entre guillemets, ce qui vient d'en haut et de bien rediffuser et de s'assurer qu'on soit tous sur la même longueur d'onde pour les 3 prochains mois, etc. Exactement. Cela dit, ça peut arriver qu'on ait des appels par pôle, s'ils ont Ouais. besoin de finir des éléments ensemble. Donc, je dirais pas que tous les appels en groupe ne sont pas dans une optique de productivité, de définir quelque chose de l'appel, mais c'est vrai que de manière générale, je pense que oui, c'est quand même le cas. Trop bien. Et alors, c'est hyper intéressant, du coup, question que j'avais pas prévue, mais j'ai bien envie de rebondir dessus. La différence que tu vois en termes de productivité sur les calls d'équipe à 4-5 personnes et finalement le call entre 2 personnes au moment vraiment où il y a quelque chose à faire ressortir, c'est à quel moment vous avez pris cette décision de, en fait, on va arrêter les calls hebdomadaires, ça sert plus à rien. Ça a été quoi le déclencheur, le switch? C'est une bonne question. Je t'avoue, je me souviens plus exactement du contexte à l'époque. Je pense que c'est un moment où on a été trop nombreux dans l'appel. Je crois qu'à D'accord. partir du moment où on est passé à 6 ou 7, je Hmm. crois, en fait, ça faisait pas trop de sens parce qu'il y avait beaucoup de choses dont une partie de l'équipe parlait, qui ne concernait pas les autres, et les appels duraient beaucoup plus longtemps. D'un appel qui devait durer, je crois, 1 heure, on passait à des choses qui duraient 2 heures, 2 heures et demie, et le temps de parole n'était pas toujours le même pour tout le monde. Donc l'idée de se caler en fait à chaque fois, voilà, 30 minutes d'appel avec à chaque fois la personne concernée, de ne parler que de son sujet, était quand même beaucoup plus efficace que de laisser en théorie suffisamment de temps pour tout le monde, mais on sait très bien que dans un appel, ça déborde toujours, même s'il y a un ordre du jour, c'est difficile de le maintenir à chaque Oui. fois. Donc je pense que le trigger, enfin le déclencheur, ça a vraiment été ce moment où on a été, je crois, plus que 6 ou 7 dans l'équipe. Et là, on s'est dit, bah, du Ok, coup, on va segmenter en fait ça par des appels individuels. je vois. Du coup, au lieu de faire un appel avec tout le monde, ouais, ça a été séparé comme ça. C'est un appel avec chaque responsable de pôle, en quelque sorte. Au Ok, départ, c'était vraiment chaque personne de l'équipe, et c'était Stan qui le faisait. d'accord. Et du coup,
c'est comme ça qu'on le faisait parce qu'il n'y avait pas encore tant de monde que ça, on n'était pas encore vraiment structuré en pôle. Et après seulement quand là on a commencé à changer un peu nos process et qu'il y a eu encore plus de monde et qu'on a pu commencer à créer vraiment des pôles où il y avait plusieurs personnes, c'est là qu'on a un peu switché sur un modèle où moi je faisais les appels avec les responsables de pôle et les responsables de pôle faisaient les appels eux-mêmes avec les personnes qui étaient dans leur pôle. Ok. Oui, donc grosse structure hein, quand même chez Marketing Mania. On dirait pas comme ça, entre guillemets, c'est pas que c'est pas qu'on dirait pas qu'il y a du monde et que ça se passe bien, mais c'est voilà, on est vraiment dans les coulisses et c'est clairement, tu vois, moi-même, je travaille quand même dans une boîte et j'ai un peu le même rôle que toi, une boîte en ligne. Et malgré tout, tu vois, c'est des choses qu'on a du mal à percevoir de l'extérieur. On se doute bien qu'il se passe quelque chose comme ça, mais c'est pas forcément des choses qu'on perçoit. Donc merci pour ce partage. Je pense que ça va beaucoup inspirer sur en fait comment je m'organise en fait. Comment ça se passe à l'intérieur de mon business, comment je dois structurer un petit peu les choses. Quand tu as rencontré Stan et que tu as commencé à travailler avec lui, si je dis pas de bêtises, tu étais son premier collaborateur ou est-ce que je me trompe? Non, mais il y avait déjà 3 autres personnes qui travaillaient avec Stan à l'époque. Ok, ok, d'accord. Hem, Et alors du coup, est-ce que tu peux me dire quels étaient les rôles qui étaient déjà remplis à ce moment-là et quels étaient finalement les... Est-ce que tu saurais me dire les premiers besoins en délégation chez Marketing Mania, à quoi ça ressemblait? ouais, ouais, je peux t'en parler de ça. Alors du coup, j'ai pas la date exacte du Oui, moment où Stan a pris la 1re personne avec lui, mais c'était, une personne qui était vraiment un assistant à tout faire. C'est-à-dire je vois. qu'il aidait à la fois sur le montage des vidéos, les mises en place des pages sur le site, la réponse aux emails, l'animation de la communauté, la mise en page des formations, vraiment tous les aspects, possibles et inimaginables que tu peux avoir. C'était juste l'idée de dire, bah, Stan veut focaliser son temps sur les tâches, à valeur ajoutée, notamment, bah, tout ce qui était vente, tout ce qui était copywriting et cetera et laisser, voilà, plus les tâches opérationnelles à quelqu'un d'autre. Donc là, c'était la 1re personne qui arrivait. Je crois que c'était, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais c'était courant 2018. Donc Ok, c'était bien avant que moi j'arrive et d'accord. ensuite Stan a recruté 2 personnes, en même temps je crois que c'était début 2019. Ouais, ça doit être ça et là, du coup, il y avait justement, la 1re personne qui était arrivée, a ouvert un pôle coaching. Donc en fait, il s'est un peu extrait, si tu veux, D'accord, oui. de l'offre, enfin de comment dire? Du business model actuel pour créer un petit peu un truc qui était, en parallèle, qui n'existait pas. Et donc il s'est vraiment occupé de développer ce pôle coaching et du coup, les 2 autres personnes qui sont arrivées l'ont remplacé avec à chaque fois un rôle distinct. Tu avais un assistant opérationnel qui du coup faisait ce que moi j'ai fait après, c'est-à-dire la réponse aux emails, la mise en place Hmm. de tout ce qui est technique, des pages de vente, des tunnels de vente, des emails, et cetera. Et une autre personne qui était assistant éditorial, du coup, qui faisait le montage des vidéos, la recherche des invités pour le podcast, qui aidait sur la préparation des scripts, vraiment tout ce genre de choses plus du coup éditorial et créatif. Et ensuite, moi, je suis seulement arrivé après parce que la personne qui était sur le pôle, opérationnel et support voulait faire aussi du coaching, donc on a D'accord. grossi le pôle coaching à 2 personnes et moi j'ai remplacé en fait, à cette personne-là sur, le support et l'opérationnel. Donc voilà, c'est un peu le contexte, donc en fait, les premiers besoins, c'était vraiment un peu déléguer tout ce qui était possible de déléguer Oui. et après ça c'est vraiment, comment dire ça? Vraiment précisé sur voilà, on peut avoir 2 rôles distincts et cetera. Donc voilà un peu, je sais pas si ça répond, parfaitement à ta question, mais voilà un peu le contexte en fait à ce niveau-là. Oui, non, c'est hyper intéressant. Ça répond complètement à ma question. Puis ça me fait, ça montre que les deux aspects sur lesquels il y avait des besoins en recrutement au tout début, c'était la partie coaching et la partie opérationnelle. Et en fait, je remarque que c'est souvent les deux pôles qu'on délègue généralement en premier. Parce que le premier objectif, tu l'as très bien dit, c'est décharger un maximum le dirigeant, quoi. C'est décharger un maximum l'entrepreneur dans un premier temps. Et après, on voit ce qui se passe. Une fois qu'on on respire un petit peu, qu'on a sorti la tête de l'eau, on commence à se demander, OK, maintenant on va structurer, peut-être qu'il faut une personne de plus à tel endroit, une autre à tel endroit, etc. Mais c'est intéressant de voir que quand l'entreprise grandit, euh, avant même de penser je veux un pôle compta, administration, coaching, contenu, tout ce que tu veux, il y a d'abord OK, je gère le tout venant, l'opérationnel, la délivrabilité finalement de mon produit, et ensuite je structure. Du coup, on va passer un petit peu sur les questions recrutement, délégation.
Euh, Chez Marketing Mania, pour moi, quand j'apprenais un peu toutes ces questions de recrutement, vous avez été un vrai modèle hein, à reproduire. C'est-à-dire que, sans vous mentir, quand j'ai dû faire enfin, sans te mentir, quand j'ai dû faire mon premier recrutement, j'ai vraiment pris un recrutement Marketing Mania, je l'ai analysé de A à Z, par quoi ils font passer les personnes, quelles sont les questions qu'ils posent, etc. Voilà, vous faites partie, Marketing Mania, de ma formation, auto-formation pour apprendre à recruter. Du coup, forcément, j'avais envie d'aborder ce sujet avec toi, surtout que tu fais partie de la team recrutement quand il y en a dans l'équipe. Alors, toute première question, un peu plus, comment dire, pas directement intrinsèque à Marketing Mania, mais avec l'expérience que tu as, les recrutements que tu as fait, est-ce que tu as un avis sur le meilleur moment en fait pour recruter un collaborateur? Alors, quand je parle de recruter un collaborateur, je parle de quelqu'un qui va être avec nous sur le long terme, pas forcément d'un graphiste ou d'un community manager qu'on peut avoir à nos côtés, on va dire, de manière ponctuelle, mais plus, OK, je vais faire mon premier vrai recrutement, peu importe le statut juridique de la personne, mais c'est quoi le meilleur moment? On en a un tout petit peu parlé avant, mais j'aimerais bien avoir ton avis quand même. OK, je pense que, le bon moment, c'est premièrement quand, au niveau, financier déjà c'est OK pour pouvoir, Mhm. payer la personne sans être, dans la panique de toujours devoir, faire plus de chiffres Ouais, pour alimenter enfin, parce qu'en fait, dès que tu as quelqu'un, tu as forcément la responsabilité de pouvoir, faire, subsister cette personne-là qui bosse avec toi et cetera. Donc je pense évidemment, c'est le premier critère. Le 2e, c'est vraiment le fait de dire: «Est-ce que quand, bah, tu es dans ton projet, est-ce que tu as le temps de penser à l'après? Si tu es juste dans le quotidien, c'est-à-dire, bah, tu fais tes lancements, tu réponds à tes clients, tu fais tes coachings, enfin, tout dépend évidemment du projet. Mais si tu pas le temps de planifier ce que tu vas faire après, de mettre en place des choses qui vont te faire passer, à la prochaine étape, et du coup d'augmenter en fait ta croissance mm, et que tu as envie de croître évidemment, parce que oui, tu en as qui vont vouloir rester, oui, au stade, voilà, ils ont leur truc et ça fonctionne très bien. Je pense que c'est le bon moment. En fait, c'est le moment où tu es tellement pris dans les éléments quotidiens pour maintenir le système que tu as mis en place, mm, que tu ne peux même pas l'améliorer et penser à l'après, que c'est le bon moment de recruter. Donc je pense que si tu as les 2 conditions qui sont réunies à la fois, financièrement, c'est OK et en plus, tu te sens dans cette situation où, bah, tu ne fais que maintenir le système, je pense, enfin de mon avis que c'est là le bon moment en fait pour prendre quelqu'un et du coup avoir quelqu'un qui est super polyvalent et qui va pouvoir, bah, t'assister sur tous les aspects de ton projet et qui est, on en parlait, tout à l'heure au début, un très bon potentiel candidat pour devenir après un directeur opérationnel, si yes. l'équipe grossit et si le projet, monte en puissance après. Donc voilà, ce sera un peu mon point de vue, là-dessus. Hyper intéressant, c'est très clair. Et je pense que c'est deux, tu sais, c'est la checklist que tu peux avoir. Et tant que c'est pas checké, tu restes tranquille. Tu te poses pas trop de questions. Et quand tu checkes les deux, tu commences à te poser des questions. Trop bien. Du coup, parlons recrutement. Je check mes deux cases. Je me dis, OK, c'est bon. Euh, comment je fais en fait hein, pour recruter mon collaborateur? En gros, l'idée que j'ai envie de, la question que j'ai envie de te poser, c'est quel est le process de recrutement chez Marketing Mania? Alors, bien sûr, sans nous donner tous les petits détails, mais je sais que vous faites ça vraiment aux petits oignons. Est-ce qu'il y a vraiment tu vois, des choses sur lesquelles vous faites super attention? Comment ça se passe en recrutement chez Marketing Mania? Alors, il y a 2 aspects. Déjà, il y a enfin, dans un recrutement, globalement, je pense qu'il y a l'aspect acquisition des Mhm. candidats Oui, qui, on a la chance sur Marketing Mania, est pas compliqué. Parce qu'en fait, on a notre audience oui, et pour la plupart des postes qu'on veut recruter, qui sont des postes qui vont vraiment être focalisés plus sur des soft skills, en fait, finalement. Tu vois? On a oui, on n'a pas besoin typiquement de quelqu'un qui a vraiment une compétence précise, sauf, dans certains cas particuliers. Mais par exemple, pour quelqu'un qui serait un peu l'assistant à tout faire ou le responsable opérationnel, pour le projet, on n'a pas besoin de quelqu'un qui, ait vraiment, une compétence précise comme, je sais pas moi, qui sache coder ou ce genre de choses. oui. Donc c'est assez simple de pouvoir attirer des gens dans notre audience. Là où ça peut être difficile chez, quelqu'un qui n'a pas cette audience, ça va être vraiment cette phase, d'acquisition. Donc on peut en parler si tu veux après, parce que là tu m'as demandé vraiment l'aspect Oui, dans Marketing Mania. Mais du coup dans Marketing Mania, on a vraiment ce truc-là qui est assez simple pour nous. En fait, on peut juste envoyer un email et avoir déjà pas mal de candidats qui vont arriver dans la pipeline.
La deuxième chose, c'est vraiment l'aspect sélection. Comment est-ce qu'on va Oui. sélectionner la bonne personne, etc. Donc, la première étape, c'est de définir qu'est-ce qu'on veut exactement. Euh, qu'est- Qu'est-ce que va faire la personne, quelles vont être ses missions. Évidemment, ça peut dévier après dans le quotidien, mais je pense qu'on a vraiment besoin que le candidat se, comment dire ça, se polarise lui-même. Enfin, en gros, faut que l'annonce soit polarisante. Il faut Oui. que tu puisses te dire en lisant l'annonce, est-ce que c'est fait pour moi ou est-ce que c'est pas fait pour moi? Exactement comme on le ferait pour vendre une formation ou n'importe quel produit. Il faut vraiment enfin, je vois beaucoup d'annonces qui sont super vagues, t'as un titre un peu pompeux, mais tu sais pas trop derrière ce que ça cache. Nous, on va être capable de te dire, voilà, tu vas faire telle mission, tu vas être responsable de tel truc, les résultats attendus, c'est ça, et euh, ta journée moyenne, ça va ressembler à ça. Tu Oui. vas commencer par faire ça, tu vas faire ça, tu pourras organiser ton temps comme tu veux. Enfin, voilà, et ça permet aussi de glisser toi-même des bénéfices dedans qui Exact. peuvent plaire en fait aux candidats. Donc ça, c'est vraiment la première étape d'être vraiment très clair sur qu'est-ce qu'on attend de cette personne, quelle valeur elle va apporter, et qui du coup permet aussi de pas avoir des candidats qui sont pas trop qualifiés ou qui vont pas trop se reconnaître dans ce modèle-là. Ça, c'est la première étape. Après, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est mettre comment dire, une manière de postuler qui est assez originale et c'est pas juste tu envoies ton CV ou tu envoies un email. Nous, ce qu'on demande à chaque fois, c'est un petit test pour comprendre est-ce que tu es capable de suivre des instructions Oui. très claires. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on dit voilà, il y a telle vidéo sur la chaîne YouTube Marketing Mania. Donc, on dit juste, par exemple, la vidéo où tel personnage apparaît dans la miniature ou ce genre de choses. Mhm. On dit tu vas chercher le lien de cette vidéo et tu vas nous l'envoyer par email à telle adresse. Et seulement après, ça valide ta candidature et tu reçois le questionnaire pour candidater. Et ça, j'ai pas envie de te dire de bêtises sur les chiffres, mais on a quand même une proportion non négligeable de personnes qui vont pas réussir à passer ce Oui. premier test, qui est juste un test de est-ce que tu es capable de lire quelque chose qu'on te dit et de suivre les instructions? Peut-être que tu connais, il y a aussi cette technique qu'on n'utilise pas, mais qui est assez connue de dire tu vas ajouter par exemple le mot banane dans ta candidature ou ce genre de Oui. choses, et c'est écrit tout en bas dans l'annonce. C'est un peu le même principe, c'est de dire est-ce que tu as tout lu, est-ce que tu as compris comment et qu'est-ce qu'on veut, et est-ce que tu es capable de suivre des instructions simples. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et ensuite, on a un premier questionnaire qui a vraiment pour but de juste segmenter de manière binaire, c'est-à-dire est-ce que la personne est faite pour bosser avec nous ou pas. Et dans ce cas-là, on va avoir des questions qui sont assez simples, notamment pour vérifier si la personne sait écrire correctement. Mhm. Parce que c'était un retour qu'on avait eu au départ, on faisait, enfin, j'étais même pas encore dans l'équipe à cette époque-là, mais il y avait qu'un seul questionnaire pour candidater, et on se rendait compte que bah, il y avait des gens qui avaient passé beaucoup de temps à remplir le questionnaire, mais en fait, même si on avait lu que la première réponse aux questions, on aurait déjà su que c'était pas la bonne personne. Donc en fait, pour éviter de faire perdre du temps à la fois au candidat et à la fois Oui. à l'équipe, on segmente avec un premier questionnaire comme ça, où on regarde juste est-ce que la personne sait bien s'exprimer, est-ce qu'elle a compris les questions, etc. Et un truc qu'on aime bien faire, c'est d'ajouter un peu une genre de question qui tue, qui est de dire est-ce que tu sais faire ça ou pas. Je peux te donner un exemple. Oui. L'année dernière, on avait recruté un responsable opérationnel et la question c'était euh, bah écoute, tu vas me créer une page de capture sur laquelle, quand je rentre mon email, je reçois un email qui dit recrutement avec ton nom, prénom. Et ça, bah, tu peux pas l'inventer, quoi. Si tu sais le faire, bah, tu sais le faire. Si tu sais pas le faire, tu sais pas le faire. Et du coup, ça segmente automatiquement les gens qui, a priori, sont bons pour bosser avec nous, de ceux qui, dans tous les cas, c'est sûr qu'on les aurait pas pris pour le poste. Trop Donc ça bien. permet, tu vois, vraiment de directement éliminer une partie des candidats. Et ensuite, après, on a un questionnaire qui est plus enrichi, sur lequel voilà, on pose des questions où on Oui. va vraiment observer le fond des questions, dire qu'est-ce qu'ils vont nous répondre, etc. Donc, qui est vraiment contextuel en fonction du poste. Et voilà, et après, on fait aussi un projet test pour les Oui. meilleurs candidats. Généralement, on essaie d'en avoir 4 ou 5 pour pouvoir voilà, avoir différents points de comparaison, etc. Et un élément que j'ai trouvé vraiment pertinent dans la manière dont on fait les recrutements, c'est de dire qu'on ne parle pas, on fait pas d'entretien avec le candidat avant qu'il ait fait le projet test, Oui, pour ne pas complètement. être biaisé par la personnalité de la personne et ce genre de choses. Parce que, en fait, ce qui a vraiment de la valeur, c'est qu'est-ce qu'il est capable de produire plutôt que qu'est-ce qu'il est capable de raconter. Et en fait, naturellement, on peut se faire biaiser en parlant avec les gens, alors que si on voit d'abord son travail sans avoir pu communiquer vraiment beaucoup avec la personne, bah, on est beaucoup moins biaisé, on a vraiment une base sur laquelle discuter. Donc voilà un peu comment se présente le processus de recrutement. Donc c'est assez lourd.
Tu vois, généralement, on peut pas recruter quelqu'un, en tout cas en faisant ce processus-là, en moins de, 1 Oui. mois, 6 semaines, ça dépend. Mais voilà, du coup, comment on fonctionne et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une personne qui est, vraiment, en accord avec ce qu'on recherche, à chaque fois. Trop bien. Non, c'est hyper inspirant. Enfin, je me suis largement inspirée de toute façon de, de ce que vous faites chez Marketing Mania. Et je trouve que, comment dire, l'idée, c'est d'avoir en tête qu'on peut segmenter comme ça son recrutement. Ça, c'est un peu le recrutement ultime, c'est celui où tu vas avoir beaucoup de monde déjà à l'entrée. Donc forcément, tu es obligé de faire un tri comme ça parce que sinon, tu ne t'en sors tout simplement pas. Et puis après, on adapte hein, tout simplement. Si on a une toute petite entreprise et qu'on a beaucoup moins, comme tu dis, on attire beaucoup moins à l'entrée les candidats, on va pas se retrouver normalement avec 5 ou 600 candidatures. Donc, on Ouais. peut réduire un petit peu le process. Mais Mmh. oui, oui, c'est hyper intéressant, inspirant. Et je Et rebondis sur le vas-y, dis-moi. côté, euh, tu sais, oui, on voit les candidats après pour ne pas être biaisé en fait émotionnellement. Je suis 300% d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, l'instinct, l'intuition, l'émotion, pour moi, elles ont vraiment toute leur place dans le recrutement parce que, comment dire, on va travailler avec cette personne. Donc, il faut que ça fitte quand même, il faut qu'il se passe quelque chose, tu vois, en termes d'émotion et d'instinct. Mais ça doit venir en dernier. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai 3 candidats, j'ai 3 derniers candidats. Les 3, en fait, ça ne sera pas un mauvais choix. Ce sont 3 candidats qui correspondent en fait au profil. Et maintenant, la seule et dernière question qui me reste, c'est avec qui j'ai envie de travailler. Après, ça peut se jouer bien sûr sur des petits détails en compétences, etc. Évidemment, mais c'est surtout l'émotionnel qui va jouer, mais à la fin. Et c'est vrai que j'ai souvent des personnes dans mon audience ou des clients qui me disent, mais je comprends pas, ça n'a pas marché, etc. Et en fait, le recrutement a été fait à 90% sur l'émotionnel. Et on peut très bien s'entendre avec une personne, mais genre vraiment être super pote dans la vie, mais c'est pas la bonne personne pour jouer le rôle dont on a besoin dans l'entreprise à ce moment-là, quoi. Donc ça, c'était important de le dire comme tu l'as dit et de le souligner. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vraiment dans cette idée-là, en fait. Ouais, Et surtout, l'entretien final permet vraiment de creuser quelles sont les motivations de la personne. Est-ce qu'elle est vraiment. Est-ce qu'effectivement, il y a un fit en termes de culture, en termes ouais, d'émotion, en fait, comme mm, tu le dis. Et je pense que tu as, ouais, t'as raison. Si on le fait avant, on est vraiment trop biaisé oui, par ça. Ou alors, il faut que ce soit une autre personne qui le fasse en amont. Ça peut être possible aussi. Parce que tu parlais effectivement du fait de si t'as pas beaucoup de personnes en entrée, ça peut être compliqué et je peux te donner un exemple de nous, on a eu cette problématique pour recruter un poste qui était pas dans notre audience. On voulait recruter, en fait, un développeur pour Schoolmaker et on l'a pas dans l'audience Marketing Mania oui, et du coup, on a dû vraiment aller, tirer, en fait, des candidats un peu à droite à gauche et là, pour le coup, on avait un process où j'appelais, en fait, à chaque fois, les candidats qui paraissaient pertinents et seulement après, ils avaient un entretien avec une autre personne de l'équipe qui allaient vraiment les juger sur leur côté technique, en fait. Mais moi, j'étais là au début quand même pour voir si c'était des bons fits, en amont. Donc je pense qu'en fait, ça dépend de ta c'est vrai. stratégie, mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait quelqu'un, à la fin qui puisse juger ça sans avoir été biaisé, en amont donc Carrément, hyper intéressant. En gros, ce que je retiens, c'est en fonction de mon entreprise, enfin, de l'attractivité, en tout cas de la visibilité qu'elle a et comment dire, des compétences aussi que je recherche, je vais en fait faire un processus de recrutement qui va être différent en fonction de tout ça. Et justement, tu m'en as parlé un tout petit peu au début. Moi, je veux bien, si tu as des recommandations, si je suis une entreprise qui a moins d'attractivité, de visibilité que Marketing Mania, parce que je pense que c'est la majorité des personnes qui vont écouter ce podcast et qui se disent, bah oui, moi aussi, j'aimerais faire un process de recrutement comme ça avec 500 personnes qui rentrent dans le pipe, mais je n'ai pas cette visibilité-là. Comment je fais en fait pour aller chercher de A-players? Comment je trouve ces licornes en fait pour mon entreprise? hem, si c'est un business en ligne, il faut regarder dans les clients, en fait, les clients du business. Yes. C'est exactement comme ça que tu trouves les personnes qui ont a priori, qui connaissent bien ce que tu fais,
ont un bon, comment dire, une bonne énergie avec toi, qui comprennent un peu la manière dont tu fonctionnes. Et finalement, le premier, première personne qui bossait chez Marketing Mania, c'était un client qui était Hmm. probablement une des personnes les plus actives dans la communauté à l'époque. Yes. Donc c'était vraiment, je pense que le raisonnement de Stan à l'époque, c'était ça, c'était de dire, je vois que cette personne, elle interagit bien avec les autres, elle a un bon background sur ses expériences, elle a déjà monté des petits projets, etc. Bah voilà, je vais lui proposer et ça se fait comme ça. Et parfois, nous aussi, ça nous arrive de dire, OK, cette personne-là, elle a l'air bien, on lui propose quelque chose et ça fonctionne. Donc, on le fait encore aujourd'hui, même malgré le fait que on a cette taille et qu'on peut se permettre de faire des recrutements comme ça, parce que ça va beaucoup plus vite. Hmm. Et généralement, on est content du résultat parce qu'on a déjà on connaît la personne de par les interactions qu'on a déjà eues avec elle par le passé. Donc, en fait, les recrutements comme ça, annoncés publiquement avec beaucoup de volume et tout ça, ne sont faits que si on n'a pas le choix Hmm. si on peut pas faire autrement. Si on peut faire Ok. autrement et qu'on peut trouver quelqu'un qu'on est sûr que ça va matcher, et cetera, ben, on le fait. Donc, mon conseil pour quelqu'un qui aurait pas du tout ce volume et qui, voilà, voudrait prendre son premier, la première personne avec qui bosser, ce serait vraiment de regarder dans ses clients et de voir lesquels sont les plus intéressants, lesquels sont les plus actifs aussi, et voir Hmm. s'il y a peut-être une synergie à faire. Voilà, toi, tu avais d'autres idées à ce niveau-là de comment c'était possible de faire? Oui, c'est l'audience en premier, en effet. Et la deuxième option que je propose généralement, c'est LinkedIn, parce que ça reste quand même un Ok. endroit où il y a beaucoup de freelance. Alors, je pars du principe que l'entrepreneur cherche à recruter dans un premier temps un freelance, et souvent ils sont dessus parce qu'ils cherchent en tout cas, à faire du réseau sur tout ce qui est entreprise, PME, start-up, etc. Donc, et on a aussi, deuxième chose sur LinkedIn, on a aussi les employés, les salariés des startups ou des autres entreprises plus classiques qui peuvent être super intéressants à, à débaucher. Donc voilà, c'est en gros pour moi c'est les deux points d'entrée. Euh, Après il y a Malte et compagnie, mais je suis un peu moins fan. Voilà, je suis un peu moins. C'est pas la même démarche en fait de quand je vais chercher moi quelqu'un sur Malte où je vais faire le tri versus je propose à des personnes de rentrer en fait dans mon pipe. C'est pas la même démarche. Donc ouais. Il y a aussi le potentiel, je sais pas si c'est un truc qui peut fonctionner à chaque fois, mais le fait de juste contacter d'autres, entrepreneurs, Oui. d'autres amis entrepreneurs qui ont à peu près la même taille, qui ont déjà recruté. Parfois, nous, ça nous est déjà arrivé à plusieurs occasions qu'on ait des gens, qui nous contactent, qui sont super, talentueux, mais en fait, on n'a pas de place pour eux parce qu'on n'est pas dans une phase où on se développe Ouais. sur de nouveaux projets, où on n'a pas de nouveaux besoins. Et des fois, on en a quelques-uns comme ça, un petit peu sous le coude, où on se dit: «Bah, nous, on voudrait bien les recruter, mais on n'a pas forcément aujourd'hui l'espace». Donc, peut-être, le fait de pouvoir, en fait, communiquer avec d'autres personnes aussi qui ont des interactions avec, leur propre communauté, enfin, parfois ça peut aller vite et avoir une recommandation, à ce niveau-là. Donc, c'est ça, enfin, je pense que ça peut être aussi une solution intéressante Oui. quand tu as pas la possibilité de faire beaucoup de volume. Oui, oui, j'y ai pas pensé, mais complètement. Le réseau, évidemment. J'ai envie de dire, en fait, le réseau, un peu pour toutes les raisons. C'est-à-dire, même quand on se lance en freelance au tout début, le réseau. Avant d'aller créer des vidéos YouTube ou je ne sais quoi, c'est bien de se demander autour de moi, peut-être que j'ai la solution, en fait, ouais, complètement. Ok, merci pour toutes ces détails et ces pépites sur le recrutement. J'ai envie d'aborder avec toi un dernier thème qui est celui du leadership. Alors, quand j'interviewe des visionnaires, on va dire, des entrepreneurs, des dirigeants, je vais plus orienter la question de leadership sur toi, comment tu as évolué en tant que leader de ton équipe, etc. Là, j'ai plus envie, toi, de t'interroger sur le côté comment on trouve sa place, en fait, quand on est directeur des opérations, parce que il y a plusieurs questions de leadership finalement qui se mêlent. Là, il y a celle du dirigeant qui, tu l'as très bien dit au début, en fait, est là pour porter le projet, amener les autres dans son sillage et motiver tout le monde, faire en sorte en fait que tout le monde mange, boive et respire Marketing Mania. Euh, il y a aussi, en fait, toi qui a une forme de leadership à avoir, parce que au quotidien, c'est pas forcément Stan qui va faire ce travail-là. Donc, la question est vaste, il n'y a pas vraiment de question d'ailleurs, mais l'idée, c'est plus un petit peu de
parler avec toi de cette question-là, comment tu le vis, comment ça s'est mis en place, etc. Ouais, c'est une très bonne question et je pense que la réponse est pas, elle est pas, comment dire, noire et blanche, quoi. C'est Oui, vraiment un processus qui est en constante évolution. ouais. Au début, j'ai eu un peu de mal, tu vois, à justement prendre ce leadership-là parce Mm. que, tu sais pas exactement où est la limite et c'est difficile de trouver quelle est la limite entre, voilà, ce que je dois gérer, ce que Stan doit gérer et il y a encore aujourd'hui, tu vois, beaucoup de zones de recouvrement, mais ce qui est pas non plus une chose si mauvaise parce que ça nous permet aussi d'échanger Oui, sur, voilà, des en fait, de pas être tout seul sur les éléments. Ça permet voilà, de pouvoir brainstormer sur des choses et donc c'est pas si embêtant que ça. Mais je dirais que ce qui est difficile, c'est que c'est un rôle où tu dois jongler entre beaucoup d'éléments. Je dois à la fois jongler, par exemple, entre, quelle est la vision pour Marketing Mania et mm, Schoolmaker et quelles sont les demandes de l'équipe. Tu vas faire un peu un compromis entre les 2 de voilà, nous, ce qu'on veut, ce qui est possible de faire, comment est-ce qu'on fait pour que, ça rentre et en même temps, je dois aussi jongler entre comment on fait pour maintenir le workflow quotidien, les tâches quotidiennes, ouais. tout que tout, en fait, se maintienne à flot et en même temps, trouver des nouvelles idées pour que ça avance, même si c'est majoritairement plutôt un rôle visionnaire. Je pense qu'il y a quand même une responsabilité, quand toi, tu as une vision globale, bah, forcément, tu vois toujours des éléments à optimiser et cetera. Donc on se donne peut-être un peu du leadership et juste pour remettre le contexte à ce niveau-là, c'est vraiment jongler entre à chaque fois deux extrêmes. De dire, voilà, comment est-ce que j'équilibre, Ouais. mon rôle entre il faut gérer le quotidien, mais en même temps, il faut trouver des nouvelles idées. Comment est-ce que j'appuie pour que la vision elle avance, mais en même temps, il y a des contraintes, matérielles, et d'équipe, enfin, d'emploi du temps aussi, de comment est-ce qu'on gère tout ça. Ouais. Et donc, bah, comment dire? Moi, mon rôle de leadership, je le vois vraiment en étant, comme je te disais tout à l'heure, d'être le lien, en fait, entre l'équipe et Stan. Donc, il y a 2 frontières, si tu veux. Il y a la frontière entre Stan et moi, de dire, voilà, Stan Mm. va prendre des décisions stratégiques et parfois, moi, ça m'arrive aussi de pouvoir prendre des décisions sur des éléments et au début, j'avais un petit peu de mal à le faire, mais après, je me suis Ouais. rendu compte que parfois, bah, je le faisais, en fait, ça au contraire, c'était plus efficace de le faire et du coup, bah, petit à petit, tu vois, on s'habitue, on prend plus de lead là-dessus et à l'inverse, il y a une frontière avec les équipes. De dire, parfois ça m'arrivait encore, tu vois, de faire des tâches, qui étaient, en fait des tâches de l'équipe finalement. Heu et en fait, c'est pas spécialement mon mode de le faire, mais en fait, le fait d'avoir tellement l'habitude, d'être un peu dans le quotidien, Oui. c'est une habitude qui est difficile, à perdre et du coup, c'est aussi une frontière que j'ai petit à petit commencé à reculer et pour laisser vraiment plus de leadership aux différents responsables de pôle pour que ce soit vraiment eux qui gèrent vraiment leur projet et que moi je sois pas là pour, je sois là pour vraiment les aider en termes de réflexion plus Mm. que d'action, tu vois, Je pure et vois. dure. Donc disons que tu vois, le leadership, il est un peu en flottement entre ces 2 Ouais. ces 2, comment dire? Éléments-là. À la fois l'élément de voilà, il y a le visionnaire avec Stan d'un côté et il y a vraiment les opérations, les différents pôles de l'autre côté et moi, je suis un peu en flottement entre les 2 avec parfois des recouvrements, d'un côté Oui. ou de l'autre et c'est en constante évolution et en fonction évidemment des projets, des différentes missions sur lesquelles on travaille, ça change. Mais voilà un petit peu comment je définirais le leadership, donc c'est pas hyper précis, mais c'est un peu comme ça que j'ai réfléchi de mon côté. Ça marche. Bah, tu sais, en vrai, je crois qu'il n'y a pas vraiment de choses très précises dans le leadership en soi. C'est quelque chose d'assez vaste, enfin, que chacun va vivre et faire grandir différemment en fonction de sa personnalité, de son entreprise, etc. En fonction des personnes avec qui tu travailles aussi, je pense que ça peut fluctuer. Si tu te retrouves en face de personnes à fort caractère ou inversement, des personnes très introverties, etc. Donc oui, j'attendais pas de réponse particulière. Par contre, c'est intéressant ce que tu dis parce que je me reconnais à 300%. Et s'il y a des OBM qui nous écoutent, soyez rassurés, on est un peu tous dans ce flottement, hein, je crois. Euh, Tout simplement parce qu'on est dans des entreprises qui sont en croissance, en fait. Et je crois que la structure est en mouvement constant. Et comme le directeur des opérations a un peu ce rôle justement d'être garant de cette structure, on est toujours en train de jongler entre ce qu'on a construit précédemment et ce qu'on est en train de construire. Et donc forcément, ça implique à chaque fois que les rôles de leadership de chacun, enfin que le leadership de chacun et les rôles de chacun
évolue. Donc, on est toujours un peu en train de flotter. Et c'est intéressant aussi d'entendre que, tu vois, quand je prends la pyramide entre Stan, Marc et les équipes, en fait, il se passe un petit peu la même chose entre Stan et Marc qu'il va se passer entre Marc et les équipes. C'est-à-dire que de temps en temps, Stan va, entre guillemets, je mets des gros guillemets, empiéter sur ton travail et inversement, tu vas empiéter sur le sien parce que les frontières sont floues. Et en fait, il va se passer la même chose entre toi et les équipes. Donc à chaque fois, c'est à chacun de trouver sa place, son rôle. Et alors, sans rentrer forcément dans les détails, comment concrètement vous faites? Est-ce qu'il y a une vraie communication là-dessus? Est-ce que vous arrivez à vous dire les choses quand il y a un malaise, un mal-être, quelque chose qui, tiens, c'est bizarre, pourquoi il a fait ça alors que c'était censé être moi qui devais le faire? Comment ça se passe? Je pense pas qu'on soit arrivé à une situation où ce soit, à un point où c'est malaisant. Je pense que ça se D'accord. fait naturellement. En fait, c'est de se dire, bah, j'avais l'occasion de le faire, je l'ai fait et voilà, il y a pas de, il y a pas vraiment de en fait, c'est jamais des éléments qui sont suffisamment importants pour que ça impacte Ok. vraiment tout le monde. Sauf cela dit, moi ça m'est arrivé quand, je suis passé vraiment du pôle opérationnel au pôle, du coup de comment dire? Heu, de directeur des opérations. Ça m'arrive encore de mettre pas mal les mains en fait dans l'opérationnel et ça du coup j'ai vraiment dû apprendre à le retirer au fur et à mesure donc Hmm. effectivement on en a parlé avec, les personnes qui étaient, sur, ce poste-là et petit à petit j'ai réussi en fait à retirer mais ça m'a quand même pris un petit moment donc il y a jamais vraiment eu de situation où tu vois où c'est malaisant ou Ok. ça s'est pas bien passé. Effectivement le seul truc c'était d'être capable de s'en rendre compte et de pouvoir prendre les actions, pour le faire. Mais on n'a jamais été dans une situation où ce soit problématique, en fait. On se doutait que c'est comme tu le disais très bien, c'est un process qui est en constante Hmm. évolution, donc c'est pas si dérangeant. C'est juste qu'effectivement, quand ça arrive et qu'on voit que, bah, ça pourrait être problématique, on le note et du coup, on le refait plus et on est capable de comment dire? De prendre note de tout ça et de pouvoir, ne plus le reproduire après et d'être vraiment sur une dynamique où, bah, on apprend, en fait, au Hmm. fur et à mesure et on grandit avec ça donc voilà. Ok, je crois que c'est le propre de nos entreprises, enfin, celles dans lesquelles on gravite. Les entreprises en ligne en forte croissance. Ouais, ça bouge tout le temps, quoi. Mmh. Donc, c'est, voilà, faut aimer les choses qui bougent et où tous les jours ne se ressemblent pas. Et quelque chose qu'on a mis en place les dernières semaines, on était super contents en se disant, ouais, c'est bon, je vais être tranquille là-dessus. En fait, 2 semaines après, ça peut être complètement remis en question pour X ou Y raison. C'est ça, tu as des boucles, mentales qui s'ouvrent, au fur et à mesure C'est et ça, tu en as de plus en plus, en fait, parce que tu as toujours des nouvelles choses qui arrivent. Tu as l'impression que ça va être fini, mais en fait, non, tu as en fait, toujours un non, élément plus et en parallèle, tu as un autre truc qui se relance et cetera. c'est ça. Donc oui, tu as parfaitement résumé, je pense, le fait que en fait, c'est toujours en mouvement et effectivement, bah, toi, tu es un peu ballotté, au centre de ça et tu dois un peu jongler avec, Hmm. bah, les différentes priorités, les différentes choses qu'il y a à faire, et donc ouais, non, ça résume très bien, je pense, le rôle et la vision à ce niveau-là. Trop bien. Ok. On va partir tout doucement sur mes petites questions de fin. Le concept, c'est de te demander un conseil, un concept, une remarque, une anecdote, peu importe, sur les fameux 4 piliers de la gestion d'entreprise. Alors quand je dis les piliers, c'est pas forcément ceux qui sont, c'est pas un dogme, c'est plutôt ce que j'ai relevé comme étant vraiment des fondations intéressantes et importantes à travailler quand on développe son entreprise. Donc le premier. Allons-y, le premier, gestion de projet et management. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager là-dessus? Ouais, je peux te partager des éléments, qui du coup ça rebondit sur ce qu'on disait juste avant, sur le fait Mhm. de prioriser les choses. Je pense que le fait d'être, soi-même en fait dans un rôle où tu as vraiment la vision globale, ça te permet d'avoir, on en parlait juste avant, mais une vision plus, précise que, les gens qui sont vraiment dans les pôles et qui ont juste leur, mission quotidienne et cetera. Et du coup, tu peux parfois, dans ce cadre-là, les aider à mieux prioriser leurs tâches pour que en fait, sur le global, toute l'entreprise avance. Et je peux te donner un exemple d'un Yes. élément sur lequel, on est en train de travailler sur les dernières semaines. On avait comme projet de créer, 2 lead magnets, tu sais, pour capturer des emails, Oui. au niveau de Marketing Mania. Il y en avait un qui était spécifiquement sur Marketing Mania et un sur un autre projet, qui est un truc, qu'on n'a pas encore, révélé publiquement, mais qui est beaucoup plus petit du coup
Et si tu veux, par défaut, on avait priorisé le lead magnet sur le petit projet D'accord. parce que ça avait l'air plus facile à faire et parce qu'on avait l'impression qu'il fallait que ce soit accompli plus rapidement, etc. Mais en fait, en y réfléchissant, tu vois, avec le recul, bah non, en fait, l'autre avait beaucoup plus d'impact. Si on faisait d'abord celui sur Marketing Mania, on allait avoir beaucoup plus de volume, beaucoup plus de leads derrière et donc forcément beaucoup plus de ventes. Mmh. Donc, en fait, le seul fait de pouvoir voir ça et pouvoir réorienter les équipes et les différentes priorités, ça a beaucoup de valeur. Donc voilà, c'était juste un élément que je voulais partager parce que je le voyais et je me disais, ben, en fait, il faut juste qu'on inverse ces choses-là et ça permet à tout le monde de travailler mieux. Mais si tu as vraiment la tête dans le guidon Oui, de ton trimestre, de dire, voilà, on a ces objectifs, bah, tu peux juste prendre ce qui vient et pas forcément voir la vision globale des choses. Donc, voilà, pour la gestion de projet et trop management, je pense bien. que c'est une bonne pratique de pouvoir vraiment échanger en fait avec les responsables de chaque pôle et pouvoir les aider à vraiment prioriser à chaque fois qu'est-ce qui est important, mais grâce à la vision globale et pouvoir leur expliquer, donner une vision justement de bah en fait on fait ça parce qu'il y a telle chose et parce que du coup ça a un impact global. Donc voilà, c'est un élément que je voulais Hyper partager qui me intéressant. paraissait intéressant. Hyper intéressant. C'est oui, c'est en fait, c'est prioriser, OK, mais en gros, comment et pourquoi, en fait, tu priorises? Et c'est vrai que si tu prends pas ce recul-là, en tant que chef de projet, en tout cas, quand tu mets cette casquette-là, peu importe la personne qui a ce Mmh. rôle, dans l'entreprise, parce que là, on peut très bien aussi s'adresser à des solopreneurs qui avancent tout seuls, hein, pour l'instant. C'est quand tu mets ta casquette de chef de projet, c'est le moment de prendre du recul, en fait, pour savoir, quel projet prioriser au lieu de simplement dérouler ton plan 90 jours, entre guillemets, bêtement. Voilà, j'ai dit que j'allais faire ça, donc je vais le faire. Et au final, ben, ton exemple, il est hyper parlant, quoi. Si tu fais le projet Marketing Mania en premier, tu as beaucoup plus d'attractivité dessus, etc. Tu as déjà des clients, tu fais du chiffre qui en plus te permet après de travailler sur le deuxième projet, carrément. Ouais, et Ok. je voyais bien ça en mode, le rôle du directeur opérationnel, c'est vraiment de le voir, en fait, et de Ouais. pouvoir, réajuster si on voit que ça part pas dans la bonne direction à ce niveau-là. Oui, complètement. C'est vrai que le visionnaire peut avoir son envie, sa lubie de ouais, je veux faire le nouveau projet. Oui, mais attends, peut-être que il faut d'abord faire celui-là complètement. Deuxième pilier, recrutement et délégation. Alors, on en a déjà pas mal parlé. Je ne sais pas si tu as quelque chose de plus à nous dire. Si, je peux te Mm. partager une anecdote, et en fait, c'est une erreur que j'avais faite sur, Ok. un recrutement il y a 1 an, quand on avait justement recruté, un responsable opérationnel pour Marketing Mania. En fait, j'avais, préparé c'était mon premier vraiment, comment dire? Recrutement, seul. C'est-à-dire que c'est moi qui avais la décision, de choisir Ouais. la personne et cetera. Donc j'avais beaucoup de pression et de stress de me dire: «Comment est-ce que je vais faire, pour choisir?» Et si tu veux, j'avais vraiment préparé un script pour mes entretiens. Donc en fait, si tu veux, on avait plein de candidats qui avaient fait le projet test et maintenant je devais les appeler. Donc j'avais préparé un script avec, voilà, mes différentes questions, et évidemment, j'avais préparé trop de questions par rapport, au temps qui était imparti. Même si on avait 1 heure, en fait, c'est passé beaucoup trop vite Mm. et mon erreur là-dessus, ça a été de me vraiment vouloir faire toutes les questions et vouloir vraiment, heu, qu'il y ait une réponse à chaque question Mm. et ce qui fait que j'ai pas, suffisamment creusé dans dans les motivations des candidats. Parce qu'en fait, ce qui est important, maintenant je me rends compte avec le recul, c'est juste de prendre un point d'entrée et après tu tires, en fait, ce que le candidat, il te dit jusqu'à ce que, tu arrives à avoir, en fait, la matière qui t'intéresse et là, du coup, je l'ai pas fait et résultat, je me suis retrouvé avec, plein de candidats où je me disais: «Bah, j'ai du mal à choisir parce que j'ai pas eu, suffisamment d'échanges avec eux, suffisamment d'infos». Et donc, comment on s'en est sorti, c'est que j'avais comme une idée, tu vois, de quelques candidats, et en fait, je les ai fait appeler Stan et Stan a validé que les 2 Yes. étaient corrects pour le poste. Mais disons que, tu vois, c'est une leçon que j'ai apprise à ce moment-là, qui était de dire, beh, on n'a pas besoin d'un script vraiment précis, il faut avoir un ordre d'idée de ce que tu veux savoir, mais après il faut juste creuser et rebondir sur ce que la personne dit et aller tirer, en fait, le plus possible, à ce niveau-là pour vraiment, comprendre quelles sont ses motivations, et ce genre de choses, plutôt que des questions qui, pas tant d'intérêt que ça. Je me souviens plus des questions que j'avais mises, mais au final, avec le recul, c'était pas si important. Oui, j'entends parfaitement. C'est une super anecdote, leçon. Parce que c'est vrai qu'on a envie, en fait, d'avoir cette espèce de grille comparative où tout le monde nous aurait donné une réponse et on n'aurait plus qu'à comparer les réponses. Mais oui, ça ne marche pas comme ça. Les humains ne sont pas des robots.
Et j'entends parfaitement l'erreur, entre guillemets. Enfin, je la comprends complètement. Ok. Troisième pilier, gestion et suivi des finances. Parce qu'on n'en a pas du tout parlé d'ailleurs de ce point-là ensemble. C'est un point que j'aborde parfois dans certaines interviews. Là, on ne s'est pas tellement tourné autour de ça. Mais pour moi, ça fait partie comment dire, Dépilé. ouais, des piliers. C'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, si tu n'as pas ta gestion, ton suivi des finances, si tu n'es pas capable en fait de savoir si ton entreprise est rentable, etc., tu es juste, entre guillemets, pas capable de faire grandir ton entreprise. C'est un peu plus compliqué, on va dire. Donc, je ne sais pas si toi, en tant que directeur des opérations, tu as des petites choses à nous dire là-dessus. J'ai pas tant d'anecdotes que ça parce que pour nous, c'est assez simple en termes de Ok. gestion à ce niveau-là. Un élément que je peux partager que je trouve, c'est un peu comment dire? Une règle un peu tacite qu'on a au niveau de Marketing Mania, Mhm. qui est que, on ne dépense jamais ce dont on n'a pas besoin. Tu sais, où en fait, on est à un niveau où on pourrait facilement, prendre plein d'outils, prendre plein d'options payantes sur des trucs et cetera Mhm. et résultat, on est quand même sur un modèle où, bah, on reste assez minimaliste en fait dans notre utilisation Exact. des dépenses et voilà, c'est juste un élément que je trouve intéressant de partager pour te Oui. dire, on utilise encore, la version gratuite de Slack pour communiquer. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même un volume où on pourrait très facilement, prendre, une version pro et cetera. Mais en fait, en regardant nos besoins et ce que la version pro peut apporter, bah, en fait, on se rend compte qu'on en a pas besoin. Donc pour l'instant, on continue avec la version gratuite. Donc ouais, on est toujours sur ce ce, cette réflexion de toujours, se demander est-ce qu'on a vraiment besoin de ça et si on n'a pas besoin, on le prend pas et cetera. Là où on pourrait facilement glisser Oui. et dépenser beaucoup, pour des choses, qui sont pas tant utiles. Donc après, si on a besoin de quelque chose, évidemment qu'on le prend et qu'on n'hésite pas parce que, c'est utile. Mais disons qu'on a encore, tu vois, cet état d'esprit un peu minimaliste, malgré le fait qu'on a, plus de 10 personnes dans l'équipe et qu'on a vraiment tout des process, en place à ce niveau-là. Donc ouais, c'était juste une petite anecdote que je voulais J'adore. partager. En vrai, j'adore anecdote slash conseil en vrai parce que on peut avoir en effet cette tendance à dépenser, dépenser, dépenser quand le chiffre d'affaires rentre. Pour autant, en fait, c'est pas forcément une bonne idée. Et ça me fait penser au concept de Company of One, dont j'ai oublié le nom de l'auteur. Malheureusement, je le mettrai éventuellement en description. Et c'est hyper intéressant parce que l'auteur dit on peut très bien en fait avoir une grande entreprise avec des centaines de salariés et pour autant rester sur le concept de Company of One en mode minimaliste, simple et maîtrisé. Et du coup, on est résilient, etc. Et en fait, ce que tu viens de dire me fait vraiment complètement penser à ça, quoi. C'est-à-dire que oui, on est une grande boîte, entre guillemets, c'est-à-dire dans le monde de l'infoprenariat aujourd'hui, Marketing Mania fait partie des entreprises les plus grandes, hein, avec le plus de salariés, etc. Pour autant, on est encore sur finalement le modèle, en tout cas le mindset, j'ai envie de dire, de l'entrepreneur solo, quoi. Donc c'est hyper inspirant. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Je pense que ça résume bien la mentalité qu'on a, ouais. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Dernier point, sur lequel on a bien échangé également, le leadership. Est-ce que tu as une petite chose à nous ajouter là-dessus? Ouais, c'est plus comment dire? Un conseil slash, retour d'expérience que Mhm. moi j'ai eu aussi à ce niveau-là, qui est de dire en fait quand tu es dans un rôle où justement tu as un peu cette responsabilité que tout fonctionne bien et dans les coulisses et tout ça, de pas hésiter à toujours, appuyer là où, il y a un problème. Mhm. Là où ça peut être facile de se dire: «Bah, on a ce petit truc qui tourne pas bien, mais c'est pas grave, c'est Ouais. c'est c'est pas non plus, dérangeant». D'être toujours en fait capable de au moins l'identifier et au moins le garder quelque part pour ensuite le prioriser et éventuellement le résoudre, derrière. Hem, Parce qu'en fait, tu es tellement dans un environnement, il y a plein de choses qui arrivent en parallèle. Mhm. Si tu n'as pas une vision proactive de: «Il y a tel problème, il faut absolument tout de suite», pas forcément le résoudre, mais au moins l'identifier et le voir exactement ce que c'est, tu peux te retrouver en fait avec plein de petites choses comme ça que tu as oubliées, qui tournent un peu derrière et ouais, j'ai pas forcément d'exemple précis parce que c'est vraiment au quotidien de dire: «Voilà, on voit Oui. que, je sais pas moi, il y a cet email où il y a un petit problème dessus, on va le noter. Il y a tel truc qui va pas, il y a tel process qui est pas super bien calibré» et moi je vois vraiment dans ce rôle de leadership d'être capable d'aller en fait pointer du doigt: «OK, il y a ça qui va pas»,
c'est pas grave, on va retrouver une solution, mais au moins je le sais Ouais. et je l'ai noté, j'ai le contexte sur ça. Donc voilà, c'est un élément que je me suis rendu compte au fur et à mesure. Au début, j'avais pas forcément ce réflexe, mais en fait, je me dis c'est clairement ma responsabilité d'être capable de faire ça et de rien en fait laisser au hasard. C'est-à-dire, il y a tous ces éléments qui sont sous, entre guillemets, «ma responsabilité», Mmh. donc c'est à moi de toujours, vérifier que, ça fonctionne bien, qu'il y a tels éléments. Et OK. voilà, donc c'est un petit peu vague, mais c'est un peu l'idée, tu vois, de toujours être dans une démarche proactive, de vouloir améliorer ce qu'on a déjà fait et hem et voilà, de prendre le lead sur des choses, Je vois, comment dire? De prendre le lead global, en fait. De dire: «Voilà, c'est moi qui ai la responsabilité globale du truc» et tu sais, c'est un peu je le vois. je sais pas si tu connais ce concept d'extreme ownership, mais c'est vraiment cette idée de dire, c'est dès qu'il y a un problème, tu le prends comme si, c'est toi qui devais le plus ou moins le résoudre et tu essaies de réfléchir à une solution, donc voilà, ça c'est un peu mon point au niveau du leadership. Yes. OK. En gros, ce que j'entends, je traduis, ma traduction, c'est en gros le leader, il laisse pas, il met pas les choses sous le tapis, le temps en se disant: «Oui, bon, on verra plus tard. Oui, bon, on verra plus tard». C'est non, non, il y a le tapis dessous, c'est nickel en fait. Il passe l'aspirateur régulièrement. C'est ça, ou du moins il sait qu'il faut le passer, tu vois? Ou il sait Oui, qu'il y a voilà. tel problème, et oui, non, c'est exactement ça. Mmh. C'est vraiment le de dire: «Ouais, on laisse rien au hasard» et on a vraiment ce truc où on va vraiment pointer du doigt les choses qui vont pas et en fait, de manière plus générale, je pense que c'est pour maintenir un certain standard dans le dans la boîte. Parce que tu peux rapidement, Oui, oui, dévier en fait de standards que toi tu as fixés au départ et petit à petit ça peut dévier, ça peut se complètement. dégrader. Alors que si tu es toujours là pour, dire: «OK, non, ça c'est acceptable, mais ça c'est pas acceptable», bah, automatiquement ça te permet de maintenir en fait ce niveau de standard de qualité sur ce que tu fais. Trop bien. Hyper intéressant. Et ma petite, dernière question de fin, est-ce qu'il y a une ressource, Marc, qui t'a aidé, toi, dans ton parcours de directeur des opérations, de general manager? Est-ce qu'il y a quelque chose, alors j'imagine c'est un tout, hein, de toute façon, en vrai, il y a pas un truc qui fait qu'on est devenu ce qu'on est, mais quelque chose qui t'a donné un tilt, qui t'a donné un déclic peut-être? Oui, il y a un bouquin, qui s'appelle Rocket Fuel, peut-être que Yes, tu connais ce oui, bouquin-là. C'est un peu le choix facile, mais ça m'a vraiment aidé à juste conceptualiser ce rôle et comprendre OK, comment il pouvait y avoir une synergie entre le visionnaire et comment dire? L'intégrateur, ouais, et ça pour le coup, je l'ai lu bien avant, passer sur ce rôle. Si tu veux, OK. on avait quand même cette vision avec Stan de un jour, que je puisse évoluer sur ce rôle-là et du coup, grâce en fait à ça, ça m'a permis de vraiment comprendre c'est quoi l'enjeu? Comment est-ce que je peux me positionner pour, être cette personne-là à terme? Mmh. Donc c'est vraiment je pense c'est une bonne ressource pour Ouais. comprendre quelle est la synergie en fait entre ces 2 rôles-là? Quel est vraiment le rôle de l'intégrateur? Quel est le rôle du visionnaire? Comment est-ce que ça fonctionne? Même si c'est de la théorie et que dans la pratique c'est jamais exactement pareil, ça donne comme un modèle global pour comprendre comment organiser aussi, son entreprise. Donc ouais, c'est la ressource principale et après, Heu, j'ai pas effectivement, comme tu disais, il y a pas de ressources spécifiques, mais quelque chose que j'ai commencé à faire, heu, il y a assez récemment qui Mmh. fonctionne extrêmement bien. C'est vraiment basique, mais c'est l'idée de dire, heu, de lire des livres ou des ressources qui sont vraiment en accord avec ta problématique du moment. Heu, Carrément. et c'est extrêmement, bateau, tu vois, comme conseil, mais en fait, je connaissais, mais je l'avais pas forcément appliqué et le fait de l'appliquer, de dire: «OK, j'ai telle problématique en ce moment, qu'est-ce que je peux trouver comme bouquin ou comme ressources en ligne qui vont me permettre de comprendre vraiment plus globalement Mmh. quel est l'enjeu de ce problème. Ça aide vraiment, en fait et j'avais pas forcément le réflexe de le faire avant. Je pense que j'aurais dû, donc voilà, c'est pour Oui, ça que je voulais, juste partager ce truc un peu plus global, excellent conseil. C'est vrai, enfin, tu sais, c'est genre tout bête, mais c'est pas forcément un réflexe qu'on a, donc merci pour ça et je rebondis sur c'est le choix facile, Rocket Fuel. Alors oui, bon, cela dit, tu as le privilège d'être, interviewé parmi les premiers, donc du coup, tu vois, personne m'a encore donné Rocket Fuel, donc c'est parfait. Et ça a été pour moi aussi une ressource, un livre vraiment révélateur. C'est très, c'est très conceptuel, c'est très théorique, mais ça donne vraiment parce que dans les faits, on n'applique pas tel que c'est écrit dans le bouquin. Mais tu vois, au tout début de l'interview, ça nous permet de boucler la boucle où tu me disais, bah, en fait, c'est difficile de me qualifier. Je suis à la fois ceci, à la fois cela, etc. Et ce bouquin, en fait, il nous permet
je crois à la fois celui qui joue le rôle de l'intégrateur et celui qui joue le rôle du visionnaire, de trouver un petit peu notre place, de s'asseoir un petit peu sur son siège et de dire ok, ouais, c'est pas trop mal comme ça, je pense que je vais le faire comme ça. En gros, c'est ça. Ouais, je pense que c'est exactement ça. Ça permet de clarifier quel est vraiment ce rôle-là et comment est-ce que les deux vont vraiment interagir en symbiose pour faire avancer en fait Carrément. l'ensemble de la boîte. Donc ouais, c'est exactement ça. Effectivement, comme tu dis, tu l'appliques pas tel quel parce que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment conçu pour des boîtes qui ont une plus grosse taille et qui fonctionnent pas exactement pareil. Mais dans l'idée globale de dire voilà, t'as un peu une synergie entre l'intégrateur et le visionnaire qui vont te permettre de gérer à la fois la vision et les opérations quotidiennes. Ça permet vraiment, ouais, comme tu dis, de vraiment se mettre à sa place C'est sur ça. son siège et de comprendre, ok, ça c'est ma responsabilité, ça c'est pas ma responsabilité, C'est ça. voilà, d'avoir vraiment un terrain d'entente en fait entre les deux. Et ouais, non, je pense que ça résume bien l'apport de valeur du bouquin. Trop cool. Écoute, on arrive sur la fin de cette interview. Un immense merci Marc pour ce moment. Je t'avoue que j'ai pas vu le temps passer. Je trouve ça passionnant de discuter avec les directeurs des opérations. Je sais pas toi, mais moi j'en rencontre pas non plus trop souvent. Tu vois, j'ai mon petit réseau, mais tu vois, on n'est pas non plus à papoter tous les jours sur ces questions. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Euh, Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, un dernier conseil, quelque chose que tu voudrais dire? Non, bah écoute, je te remercie pour l'invitation encore. Et effectivement, moi c'est pareil de mon côté, j'ai pas non plus énormément de contacts comme ça. J'ai souvent du contact avec des visionnaires de Oui, par les clients de Marketing c'est ça. Mania et le réseau qu'on peut avoir. Mais effectivement, parler comme ça avec des gens qui sont dans les coulisses, c'est vraiment très cool. Donc merci encore pour l'invitation. Et c'était vraiment excellent de pouvoir échanger comme ça. Trop bien, on va se faire un club des OBM. Avec plaisir. Encore tout merci, je te souhaite tout le meilleur et à très bientôt. Merci encore, à très vite. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.